C'est parfait, alors on peut y aller alors. Donc déjà, merci à tous de participer au fait aujourd'hui à cet événement. Alors bien évidemment, on aurait préféré organiser un événement en présentiel pour notre premier événement avec notre partenaire Microsoft. Malheureusement, la situation, vous savez laquelle elle est, donc on n'a pas la possibilité de le faire, mais c'est que partie remise. On doit s'adapter aux circonstances, donc ça nous amène un peu au cœur du thème pour aujourd'hui, qu'on va traiter aujourd'hui. Donc les habitudes de travail, elles changent, l'adoption du cloud, elle est de plus en plus forte, et nous, eSecure, donc en tant qu'acteur du domaine de la sécurité depuis plus de 20 ans, on se doit bien évidemment d'informer et d'aider au fait nos clients dans cette transition. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin pour cette session de présentation, on va dire générale, on va dire déjà des solutions. Et on a avec nous donc dans la session et qui vont assurer la première partie de la présentation, donc notre partenaire Microsoft par le biais au fait d'Alexandra Street et de Michael Schnitzer que je laisserai, on va dire juste dans une petite minute se présenter aussi. Et donc, ils assureront toute la partie de la présentation des suites. Alors, plus orienté aujourd'hui sur les suites business, mais ça, vous le verrez aussi. Et nous, on ajoutera juste après, donc par le biais au fait de Florent Meunier, donc mon collègue, consultant en sécurité chez nous déjà depuis quelques années, la partie sécuritaire. Donc voilà, je vous propose qu'on aille droit dans le sujet. La session au fait, qu'on a prévue est d'environ 45 minutes, 1 heure. On va essayer justement de ne pas dépasser et de se garder un petit moment en fait, pour les questions-réponses à la fin. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet maintenant et puis je vous ferai un petit wrap-up à la fin en fait, de la présentation avec les points importants qu'on a notés. Donc voilà, je passe la main. Je crois que c'est toi, Alexandra, qui démarrait, c'est juste ? Oui, exactement. Alors peut-être qu'on peut. Merci tout d'abord Nelson, et je pense qu'on peut commencer par se présenter rapidement. Donc pour ma part, je suis Alexandra Street. Donc mon rôle chez Microsoft, c'est Territory Channel Manager. Donc je m'occupe du marché PME suisse. Et je suis spécialisée en fait sur la partie Modern Work et sécurité, donc tout ce qui est collaboration et productivité au travail, avec notamment la suite Microsoft 365. Voilà, donc pour ma part, Michael, est-ce que tu veux dire un petit mot aussi ? Oui, merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Donc mon nom est Michael Schnitzer, je suis Cloud Development Partner Manager. Donc je suis le soutien des partenaires Microsoft en Suisse romande, dont eSecure fait partie. Voilà. Très bien, donc je vais reprendre la présentation. En commençant avec, donc comme je l'ai dit auparavant, la suite Microsoft 365. Donc Microsoft 365, qu'est-ce que c'est ? Donc on a ici sur ce slide, on voit les 3 différents piliers de Microsoft 365. Donc le premier que vous connaissez certainement tous, c'est la partie Office 365. Donc ici, on a dans la partie Office 365 les applications que vous connaissez tous qui sont intégrées comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Mais Office 365, c'est bien plus que ça. Donc, c'est pas seulement ces applications et leur version en ligne, mais également d'autres services en ligne tels que Teams, donc qui est le produit phare de la suite Microsoft 365, qui va être le fédérateur de tous les échanges au sein de l'entreprise, qui est basé sur SharePoint Online. Et vous avez également ici des services de stockage de documents comme OneDrive, vous avez Exchange pour les emails, et également d'autres applications qui sont en général très appréciées de nos clients PME, telles que par exemple Bookings pour la prise de rendez-vous, ou Planner pour la répartition des tâches, que vous connaissez peut-être également. Il y a également des services avancés comme par exemple l'archivage pour la partie Exchange Online qui sont également inclus. Donc selon la suite, je vais en parler un peu plus en détail après, vous avez différents aspects, différentes fonctionnalités qui sont inclus
ou non. Ensuite, dans un deuxième temps, donc ça va aussi être le focus du webinaire aujourd'hui, c'est la partie sécurité, très importante, qui fait partie également de la suite Microsoft 365. Donc là, vous avez différents aspects de la sécurité, comme la protection avancée contre les menaces avec Office 365 ATP. Vous avez également toute la partie authentification multifacteur ou MFA. Vous avez également des aspects tels que Windows Defender et BitLocker qui font également partie de la suite. Vous avez également tout ce qui est prévention pour la fuite des données internes avec Azure Information Protection qui fait également partie de la suite. Troisième pilier de la suite Microsoft 365, vous avez tout ce qui est gestion des appareils. Donc ici, on a Microsoft Intune qui va contribuer à gérer les appareils. Vous avez également Windows Autopilot, donc il y a une technologie qui est intégrée à Intune et qui va permettre de créer des profils d'utilisateurs et d'avoir une mise en marche des appareils rapide. À tout cela est intégré donc à Microsoft 365 le passage vers Windows 10 sans aucun coût supplémentaire et toutes les configurations de sécurité avec des appareils, que ce soit sur Android, Mac ou d'autres types de devices. Donc, vous avez également, donc, avec le service Microsoft 365, inclus 99,9% de garantie en matière de disponibilité, assistance en ligne par rapport aux produits. Vous avez différents portfolios au niveau de Microsoft 365. Donc, pour nos clients SMB ou PME, en français, vous avez ici des suites qui sont les Microsoft 365 Business avec différents niveaux, on va dire, basique, standard et premium. Donc là, c'est jusqu'à 300 licences. Vous avez tout ce qui est frontline, donc pour les travailleurs qui seraient sur le terrain, donc par exemple qui utiliseraient des iPads directement, par exemple dans une usine. Ici, vous avez F1 et F3, qui sont des suites un peu aux fonctionnalités réduites, mais qui sont très adaptées aux travailleurs de terrain. Vous avez ensuite les suites Enterprise, qui sont tout ce qui est E1, E3, E5 pour les plus grandes entreprises à partir de 300 utilisateurs. Et la partie académique pour tout ce qui est education, donc pour les écoles. Et là, vous avez également des licences à ce niveau-là, différents types de licences. On va rentrer un peu plus dans les détails après de ces différents portfolios. Quels sont les composants de Microsoft 365 ? Donc, vous avez les services cloud. Donc ici, vous avez tout ce qui est Exchange, Teams, SharePoint, partage de documents avec OneDrive. Vous avez Forms également qui va permettre de créer des quiz ou des sondages. Vous avez Planner, Bookings comme j'ai déjà évoqué avant. Vous avez également des applications desktop. Donc là, vous avez Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access qui font également partie. Et ensuite, vous avez la partie sécurité et device management. Donc c'est là, sur ces aspects aussi, qu'on va rentrer plus en détail après avec Information Protection, Conditional Access, etc. Donc ici, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais au niveau de Microsoft 365 Apps, donc là, inclus dans cette suite, vous avez OneDrive ainsi que les applications standards telles que Word, Excel, PowerPoint. Dans Business Basic, vous avez les cloud services qui sont inclus, mais pas les applications desktop. Dans Business Standard, vous avez les deux réunis. Et pour la partie Microsoft 365 Business Premium, donc là, c'est là que vous avez vraiment la palette complète au niveau des applications desktop, des services cloud et également de la partie sécurité avancée et gestion des appareils qui sont inclus dans Microsoft 365 Business Premium. Donc c'est... Donc ça, on va le couvrir au fait par après. Donc on va pas s'étendre. Si jamais, sachez qu'on va vous mettre à disposition. J'ai de l'écho, hein. On va vous mettre à disposition en fait la présentation en fait par après, donc vous pourrez également revoir cela. Et puis j'ai Florent qui couvrira en fait ces aspects au fait un petit peu plus loin dans la présentation. Donc je propose qu'on passe pas plus de temps vu qu'Alexandra aussi en a déjà parlé en fait de ces différents composants pour que Florent puisse nous en dire un petit peu plus par après.
Volontiers, donc on peut directement passer au Ça, c'est slide. pour toi. On peut, ouais. Voilà, Exact. merci. Donc ici, pour regarder un peu plus qu'est-ce qui est inclus dans les suites business. Donc business, je rappelle, c'est jusqu'à 300 utilisateurs. Donc on a différents niveaux. Donc vraiment la suite la plus complète, c'est Microsoft 365 Business Premium, où là, vous avez inclus les protections avancées et la gestion des appareils. Dans les autres suites, vous avez différents éléments qui sont inclus ou pas. Si vous voyez, il y a certaines des petites cases qui sont grises. Ça veut dire que les éléments sont partiellement inclus, partiellement pas inclus. Par exemple, pour la partie Microsoft 365 Apps, vous avez seulement OneDrive pour les services cloud qui est inclus. Voilà, avec certaines fonctionnalités réduites. Donc ça, c'est pour la partie business. Ensuite, sur le prochain slide, vous avez la partie enterprise. Donc là, c'est en général pour les plus grandes entreprises de plus de 300 utilisateurs. Et ici, vous avez également diverses fonctionnalités qui sont incluses, avec la plus complète étant Microsoft 365 Enterprise 5 ou E5, où là, vous avez vraiment un maximum de fonctionnalités inclus également avec la partie analytique avancée avec Power BI. Pour la partie F3, donc c'est ce dont je parlais avant par rapport aux first line workers, aux travailleurs de terrain. Là aussi, vous avez les fonctionnalités au niveau des applications et des services cloud sont un peu réduites. Évidemment, le prix est beaucoup moins élevé également. Voilà, donc oui. Peut-être juste en complément par rapport à ce que tu viens de dire, Alexandra. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au fait, on a choisi au fait de se baser sur la partie des suites business. Parce que ça concerne, on va dire aussi une grande majorité, on va dire des sociétés, on va dire de la place. Après, si vous avez au fait des besoins et puis que vous êtes une société plus grande que 300, bien sûr, on peut aussi vous aider. C'était simplement dans le but, on va dire, de focaliser un petit peu les choses, vu qu'aussi vous vous occupez, aujourd'hui de la partie SMB chez Microsoft. Mais par contre, nous, en tant qu'e-Secure, on peut vous accompagner sur tout type de projet. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous redire et à vous rapprocher de vos account managers. Voilà. Merci Nelson. Donc en fait, j'arrive à la fin de ma partie par rapport aux différentes suites Microsoft 365. S'il y a des questions, on pourra volontiers répondre à la fin. Et je vais du coup laisser ma parole à mon collègue Michael qui va vous parler un peu plus de la collaboration avec un des produits phares de la suite Microsoft 365 qui est Microsoft Teams. Ouais. Merci Alexandra. Donc, juste pour en début d'introduction, donc comme vous le savez, Microsoft Teams est la plaque tournante du travail en équipe, réunissant tout dans un espace de travail partagé et sécurisé où les utilisateurs peuvent à la fois discuter, appeler ou partager des fichiers, également travailler avec des applications professionnelles, puisque via Teams, vous avez accès à plus de 450 applications disponibles. Donc, avec Microsoft Teams, vous pouvez amener tous les membres de votre équipe sur la même page, où qu'ils travaillent, faire du chat de groupe. Je pense que pour la majeure partie d'entre vous, c'est ce que peut-être vous utilisez aujourd'hui. Des réunions en ligne, des appels, et également faire des séminaires en ligne, comme ce que nous faisons ce matin avec e-Secure. De plus, vous pouvez rester en contact avec vos clients, partenaires et fournisseurs par le biais des réunions en ligne, ainsi que collaborer sur des fichiers et des documents partagés. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Microsoft Teams répond aux besoins de communication et de collaboration de différents profils et collaborateurs. Vous pouvez, grâce à Teams, rester efficace tout au long de votre journée de travail, tout en accédant facilement à vos fichiers, chats et applications en un seul et même endroit, que ce soit au bureau ou via un browser ou un smartphone. Vous pouvez utiliser Teams pour des... pardon, oui, excuse-moi. Désolé. Pas de problème. Vous pouvez utiliser Teams pour des discussions informelles en tête-à-tête ou en groupe ou pour des conversations ouvertes dans un canal. Cela peut vous permettre notamment d'éviter les échanges intempestifs d'emails où on met plusieurs personnes en copie et puis ça pollue les boîtes email des collaborateurs et ça leur dit également leur boîte par la même occasion. Donc l'idée de Teams, c'est aussi d'avoir la possibilité de partager des informations de manière transparente pour une prise de décision plus rapide. Réel en co-rédigeant des fichiers et en les partageant rapidement et facilement avec des personnes internes et externes de votre entreprise. De plus, avec des documents partagés dans le cloud, vous bénéficiez de contrôle des versions des documents et de la prévention des pertes des données. Voilà. Si tu peux tourner, s'il te plaît. Voilà. Donc, but de Teams aussi, c'est de rester connecté, donc faire des réunions de façon intelligente en prenant en charge le partage
des écrans, la vidéo et l'audioconférence. Donc, c'est tout l'intérêt de Teams. Donc, participer à vos réunions à partir d'un large éventail de plateformes et d'appareils, notamment que ce soit des ordinateurs de bureau, laptop, desktop, navigateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, smartphone ou périphérique installé en salle de réunion et compatible évidemment avec Teams. Donc, je vais donc un peu plus détailler cette partie-là. Donc, un des points forts de Teams, c'est de pouvoir offrir une solution de réunion complète, prenant en charge le partage, la vidéo et l'audioconférence, qui vous permet de vous réunir de n'importe où. Vous pouvez utiliser Teams pour tous les types de réunions, spontanées, programmées et formelles, avec des utilisateurs internes et externes. Toutes les réunions offrent une expérience contextuelle, de sorte que vous avez le contexte et le contenu dont vous avez besoin à portée de main avant, pendant et après une réunion, notamment l'historique des conversations, les fichiers et les notes de réunion qui ont lieu pendant la séance que vous étiez en train de faire. Et pas d'inquiétude non plus, si vous avez manqué une réunion, les réunions peuvent être enregistrées, c'est le cas de celle de ce matin, et les membres de l'équipe peuvent y accéder. De plus, vous pouvez bénéficier de la traduction simultanée si un des participants de la réunion parle dans une autre langue que la vôtre. Évidemment que la langue soit prise en charge par Teams, vous aurez la traduction du texte cité par la personne qui parle. Tout le contenu transcrit et traduit est indexé afin que les participants puissent rechercher le contenu qui les concerne. Vous pouvez également traduire d'un seul clic un passage en anglais, par exemple, dans un chat ou lors d'un échange. Teams prend en charge également toute une gamme de dispositifs et de services intelligents capables de comprendre les nuances verbales, voire tacites des réunions, même lorsque nous ne sommes pas dans la pièce, d'intégrer ces informations dans nos expériences d'équipe plus larges et de créer des opportunités et de collaboration plus immersives pour tous. Teams vous permet aussi de planifier et de rejoindre une réunion avec d'autres personnes sans que la technologie ne vienne s'interposer. Cependant, de nombreux clients avec lesquels nous avons discuté savent toujours que les réunions sont une fonctionnalité essentielle de Teams et peuvent utiliser d'autres solutions ponctuelles. Après, que vous soyez n'importe où, organiser des réunions à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise à l'aide d'un ordinateur ou via téléphone est simplifié via Teams. Avantage pour vous en tant que client, c'est également la réduction du temps de déplacement, possibilité d'atteindre une plus grande base de clients plutôt que de se limiter à une région donnée. Autre point intéressant avec Teams, c'est la facilité, l'utilisation d'outils tels que l'assistance de planification des réunions, le partage d'écran et la prise de notes collaborative. Dans le cadre des réunions en ligne, permet aux personnes de disposer du contexte et du contenu du bout des doigts, avant, pendant et surtout après la réunion. Cela inclut également l'historique de conversation, les fichiers et les notes de réunion. Voilà, tu peux tourner. Voilà. Alors pour terminer, il est courant de travailler en équipe avec des contractants, des consultants ou d'autres types de personnes en dehors des limites de l'entreprise. Je pense que c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Donc l'accès invité de Teams permet donc à ces personnes de participer et de collaborer pleinement avec vous sans qu'ils aient forcément Teams installé chez eux. Donc planifier une réunion Teams avec toute personne disposant d'une adresse électronique professionnelle ou personnelle valide permet d'utiliser Teams et passer et recevoir des appels téléphoniques de n'importe où grâce à un système téléphonique basé sur le cloud Microsoft est également intégré à Teams. Alors, j'ai pas voulu détailler beaucoup plus que ça. L'idée, c'était de vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec Teams. Je vais laisser la parole à Florent et si vous avez d'autres questions, Alexandra et moi-même, ainsi que Nelson et son équipe, on est là pour y répondre. Voilà. Alors, si vous avez des questions, aussi, vous pouvez les poser dans le chat. On essaiera de les reprendre pour ceux qui ne voudraient pas s'exprimer en fin de présentation. Et pour les questions auxquelles on n'aura pas répondu pendant la présentation, on les enverra bien évidemment à l'ensemble des participants avec la présentation au format PDF qu'on vous livrera également. Donc comme ça vous donnera un petit document de référence. Florent, à toi. Ok, parfait. Merci. Alors, donc du coup, on va parler de la partie de gestion des accès à distance et des identités pour commencer. Donc en fait, avec trois piliers principaux, c'est déjà la protection de tout ce qui va être authentification, donc la connexion sur vos outils cloud, la gestion des applications cloud, comment les sécuriser de manière simple, et vous avez aussi des possibilités d'accès sur des environnements complets de Windows depuis des postes à distance. Donc on va commencer avec la partie mot de passe. Tout bêtement, pour faire un tout petit récap rapide, avec Microsoft, vous avez la possibilité d'utiliser de l'authentification avec du MFA. Donc le MFA, c'est le Multi-Factor Authentication. Donc c'est pour vous connecter sur un élément, vous avez besoin de deux identifications. La première, c'est avec la classique, c'est ce que vous utilisez quasiment partout, c'est votre mot de passe.
Mais on a besoin aussi, enfin on peut avoir besoin de vous authentifier avec un deuxième élément. Ce deuxième élément, ça peut être un SMS que vous recevez avec un code, ça peut être une application, typiquement Microsoft Authenticator qui fait ça. On peut vous identifier avec votre empreinte biométrique. Donc voilà, il y a tout un ensemble de solutions différentes qui existent pour vous authentifier de manière sécurisée. En fait, on voit très bien que tout ce qui est des problèmes d'authentification et de vol d'identité, ça c'est résolu quasi systématiquement avec la double authentification. Et ce qu'on voit chez des utilisateurs, typiquement, c'est ils ont un mot de passe pour l'entreprise. Ce mot de passe-là, il va être réutilisé potentiellement sur d'autres applications qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Donc le but, ça va être de dire, si par exemple le mot de passe est compromis, vos applications qui sont dans le cloud, qui seraient utilisées par les personnes chez vous, restent protégées parce qu'il y aura besoin d'un deuxième élément pour s'authentifier sur vos applications cloud. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place également. Voilà, là, tu peux passer. Donc, en lien avec ça, en fait, vous allez avoir plusieurs éléments pour sécuriser vos applications en cloud. Donc, il y a plusieurs choses. Typiquement, là, en premier, il y a la partie App Proxy. Donc ça vous permet d'accéder à des applications typiquement fournies en web, on va dire, en interne, à des utilisateurs extérieurs via un proxy. Donc c'est pas un proxy web classique, c'est uniquement pour les applications. Vous pouvez permettre à vos utilisateurs externes d'accéder aux applications internes via le proxy fourni par Microsoft. Il y a également une partie, et là qui est très importante, qui est assez intéressante, c'est le Conditional Access. En fait, le Conditional Access, ça vous permet de dire, si par exemple j'ai un utilisateur qui n'est pas dans le réseau interne de l'entreprise, qui est par exemple à l'hôtel ou chez lui, s'il veut accéder à une application cloud, les parties 365, il va falloir par exemple lui dire, il a besoin d'avoir son mot de passe AD classique, mais il aura aussi besoin d'avoir un poste qui a la dernière version de signature sur l'antivirus, et il aura besoin d'une authentification secondaire, typiquement de recevoir un SMS avec un code et de s'authentifier. S'il remplit toutes les conditions nécessaires, il a accès aux applications que vous avez. Et ça, c'est quelque chose de dynamique. Si vous avez un accès spécifique à l'extérieur avec toutes ces conditions qui sont remplies, il n'est pas obligatoire d'être rempli quand par exemple vous êtes en interne. Par exemple en interne, vous pourrez dire il n'a besoin que du mot de passe et il a accès aux applications. Par contre, s'il est à l'extérieur, c'est un environnement potentiellement plus dangereux, plus risqué. Donc il aura besoin de remplir des critères pour dire je suis sécurisé, je peux accéder aux applications avec les données qui sont potentiellement sensibles chez vous. Donc ça, c'est la partie Conditional Access qui vous permet de sécuriser cette partie-là. Il y a également une partie de gestion un peu plus facile des groupes d'utilisateurs, typiquement dans Azure AD, qui gère les accès de manière dynamique. Par exemple, un utilisateur qui a certains accès quand il est dans une zone géographique, s'il se déplace et qu'il va dans une autre zone, dans une succursale par exemple, il aura des groupes qui vont changer et des accès qui vont changer dynamiquement aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait automatiquement aussi, qui peut être fait en tout cas automatiquement dans la partie Azure AD. Ensuite, vous avez également la possibilité d'avoir, donc de base, vous avez une licence qui vous permet en fait d'accéder à des postes virtualisés à distance. C'est-à-dire que là actuellement, par exemple, vous avez des environnements RDS, vous pouvez donner l'équivalent de ces environnements RDS, donc d'accès à des machines virtualisées chez vous, avec les ressources que vous fournissez sur cette machine-là, à des postes à distance et sur n'importe quel environnement. Techniquement, si par exemple vous êtes sur un Mac, vous pouvez accéder à cet environnement virtualisé à distance. Vous pouvez le faire également, par exemple, avec un navigateur web. Vous ouvrez votre navigateur, vous vous connectez sur cet environnement-là, et en fait, vous avez une machine virtuelle configurée pour vous, avec vos accès spécifiques sur ce navigateur web. Donc ça simplifie énormément la gestion des accès et la gestion du travail, surtout à l'extérieur, ou en tout cas le travail collaboratif sur des environnements non connus, on va dire, que vous ne gérerez pas. Donc typiquement,
vous pouvez avoir accès à toutes vos applications si vous avez un PC qui n'appartient pas à l'entreprise, vu que vous accédez à distance à un environnement que vous gérez. Ensuite, la partie purement sécurité, on va dire, des applications et de vos applications, plus ou moins. On va pouvoir vous protéger de déjà tout ce qui est partie attaque classique avec des antivirus ou du phishing, par exemple. On va également protéger toutes les données des applications. Donc tout ce que vous allez créer, on va pouvoir dire je ne veux pas par exemple que ça soit partagé partout. On va également gérer aussi la visibilité sur les applications cloud utilisées par vos utilisateurs. Donc en premier, la partie qu'on appelait ATP il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, je ne sais pas si c'est encore le terme actuel, mais en tout cas voilà, ATP c'est la partie de sécurité des applications et de vos postes. Oui, c'est toujours le terme actuel. C'est toujours le cas. Okay. Ouais. Je sais qu'il y avait certains noms qui avaient été changés il n'y a pas longtemps, mais ok. Parfait. Donc, vous avez une partie déjà pour commencer, par exemple, de protection des liens que vous recevez dans votre Outlook, par exemple, ou que vous échangez via Teams. On va tester les liens que vous ouvrez de manière dynamique. Donc, c'est quelque chose qui vous permet de vous protéger des liens frauduleux qui vous emmèneraient à vos endroits. Tous les liens sont testés, et si c'est quelque chose qui est considéré dangereux pour Microsoft, vous n'aurez pas accès à ces ressources de manière automatique. Donc ça vous permet de vous protéger déjà des attaques par ce biais-là. Ensuite, vous avez la possibilité de vous protéger aussi des pièces jointes, donc que ça vienne par email, par Teams ou dans OneDrive. En fait, quand vous allez ouvrir une pièce jointe, le système va le mettre en zone sandbox, tester cet élément, et s'il est considéré dangereux, ne pas vous permettre l'accès à cet élément et le bloquer tout bêtement. Donc ça vous bloque et ça vous empêche d'ouvrir n'importe quoi, on va dire, sur votre poste et de vous faire infecter par ce biais-là. Ensuite, vous avez également une partie d'anti-spoofing et anti-impersonnalisation. Je crois qu'en français, je ne crois pas que ce soit ce mot-là, mais voilà, c'est l'impersonation. C'est dire, voilà, je suis un utilisateur Intel qui est connu, je suis peut-être votre directeur, signez ce bon de commande, alors qu'en fait, la personne n'est pas du tout... ne fait pas partie de votre entreprise, c'est un email externe. Donc en fait, il y a tout un mécanisme d'intelligence artificielle pour repérer ces types de mails-là et pour les bloquer et pour empêcher que vous vous fassiez attaquer par ces parties-là de spoofing. Et également, vous avez une partie antivirus classique, on va dire, mais donc qui fait, on va appeler Microsoft Defender for Endpoint. Donc ça, c'est une partie, c'est pas le Defender que vous avez par exemple sur du Windows 10 classique, ou en tout cas, c'est pas que ça. C'est une partie bien plus avancée, parce que vous aurez toute une partie machine learning et d'intelligence artificielle qui est activée sur cet antivirus. Vous avez des fonctionnalités d'EDR, donc enfin, vous avez un EDR plutôt. Typiquement, dans des antivirus un peu plus classiques, quand vous allez par exemple recevoir un élément qui va être dangereux, qui va être considéré comme un malware, vous allez juste voir qui est-ce qui l'a exécuté, à quelle heure, voilà, quelques informations basiques. En fait, avec l'antivirus de Microsoft, de cette suite-là, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de contexte sur ce qui s'est passé, à quel moment en fait l'élément est rentré sur votre réseau, par quel biais, quel utilisateur, de quelle manière il a fait ça. Et en fait, vous avez toute une vue globale sur ce qui s'est réellement passé. Et automatiquement, vous pouvez dire, dès qu'un élément est détecté, on va faire des recherches automatiques pour voir est-ce qu'il n'y a pas autre chose en lien avec ça qui aurait été vu. Tout est lié en fait avec même des bases de données de connaissances de chez Microsoft pour vous dire, voilà, on sait qu'actuellement il y a des malwares qui sont en train de tourner de ce type-là. Il faut vous protéger par exemple avec la dernière, il y a des vulnérabilités qui seront connues, donc ils vont vous lister par exemple les vulnérabilités sur vos environnements de vos postes. Dire corrigez ça rapidement parce qu'il y a une attaque qui tourne actuellement. Donc c'est des éléments bien plus avancé qu'un antivirus classique, donc vous avez accès avec cet antivirus-là. Ensuite,
pour protéger vos données. Typiquement, en fait, vous avez plusieurs éléments. Vous avez une partie de DLP et la partie Azure Information Protection. Donc le DLP, ça va être de dire, par exemple, je crée un élément Word et où je le reçois, je l'envoie par email, et en fait, je vais avoir besoin de dire, ces éléments Word, je veux, par exemple, qu'ils soient autorisés à être imprimés, mais par exemple, je ne veux pas qu'ils soient peut-être transférés ou copiés à l'extérieur. Donc, pour vous protéger de la perte des données, on va pouvoir identifier ces éléments-là, par exemple, de manière automatique. Typiquement, on va pouvoir dire tout ce qui est numéro de carte de crédit, par exemple. On va dire tous ceux qui ont des numéros de carte de crédit, tous les fichiers qui ont des numéros de carte de crédit, vous empêchez qu'ils soient transférés par email pour qu'ils restent à l'intérieur, qu'ils ne soient pas copiés sur du OneDrive. C'est vous qui déterminez en fait ce que vous faites avec vos données. Vous pouvez également faire avec la partie Azure Information Protection, c'est de taguer des éléments. Par exemple, s'il y a une personne du service de comptabilité qui génère un document ultra confidentiel, il va taguer cet élément-là. Et automatiquement, avec ce tag-là, on peut dire je veux que le fichier soit encrypté et qu'il ne soit pas accessible à n'importe qui. Donc là, par exemple, ce fichier-là va pouvoir être partagé avec des personnes du service comptabilité. Et si une personne prend ce fichier-là, le met sur une clé USB et part avec, et que cette personne-là n'a plus accès à l'entreprise, le fichier étant encrypté, il n'aura plus accès à ces fichiers-là. Ou en tout cas, il n'aura plus accès aux données intégrées dans ce fichier. Donc ça vous permet de vous protéger de la fuite de données, du partage non désiré de données avec ces fonctionnalités. Ensuite, vous avez une partie de CASB et des Cloud App Discovery. Actuellement, vous avez des utilisateurs qui sont très souvent à distance, avec potentiellement des PC personnels, et on a tendance à voir que ces utilisateurs-là utilisent leurs propres applications cloud pour faire on ne sait pas quoi. Là, actuellement, vous n'avez pas forcément de visibilité sur quels sont les services qui seraient utilisés par les services cloud qui seraient utilisés par vos utilisateurs en dehors de l'entreprise. Donc, vous avez des solutions qui vous permettent d'identifier qu'est-ce qu'ils utilisent, à quelle fréquence ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font avec ces applications. Donc, ça vous permet de vous dire, ils ont des comportements qui sont potentiellement dangereux, et on ne veut pas permettre, par exemple, qu'ils exportent des données sur des outils de partage qui ne seraient pas gérés par l'entreprise. Donc ça vous permet d'avoir cette vue-là sur ce qui est réellement utilisé par vos utilisateurs au final. Ensuite, la gestion de la protection des données des postes gérés par vos utilisateurs. Donc là, il y a une partie de protection, on peut passer par la suite. Pour commencer avec la gestion des données, souvent mobiles, dans Intune. Donc il y a deux blocs principaux, ça va être la partie NDM et MAM. Donc le NDM, c'est la gestion du device entier. Donc typiquement, on voit ça surtout avec avec des éléments possédés par l'entreprise. Donc typiquement des téléphones que vous pourrez fournir à vos utilisateurs. En fait, on va gérer l'enrôlement automatique par exemple, de ces téléphones-là dans l'application. On va gérer la compliance de l'élément. Typiquement, on a besoin que l'antivirus soit à jour, qu'il ait certains critères pour dire il est compliant. Sinon, on va devoir travailler dessus pour sécuriser l'élément. On va pouvoir fournir des éléments, typiquement par exemple des certificats pour authentifier les connexions vers certaines applications. Et on va pouvoir gérer aussi si par exemple le téléphone est perdu ou si la personne quitte l'entreprise et vole le téléphone, on pourrait très bien dire on va faire un wipe, une suppression des éléments pour ne pas perdre les données qui seraient présentes dessus. Donc ça c'est la partie NDM. Vous pouvez aussi gérer les applications, donc avec le Mobile Application Management. Donc ça c'est un peu plus typiquement sur des téléphones
personnelle, où on va avoir une partie de données privées et une partie de l'entreprise. Donc on va pouvoir dire comment est-ce qu'on gère les données sur ces téléphones-là. Est-ce qu'on pousse des applications automatiques, par exemple Outlook, qu'on pousse sur un téléphone avec votre compte d'entreprise. Et à côté, il reste les comptes privés de la personne. Et comment on va gérer toutes les données qui sont liées à ces éléments-là. Donc pour aller un petit peu plus en détail sur le slide suivant, on peut dire par exemple, j'ai un compte email privé et un compte d'entreprise sur mon email, et j'ai accès à Word aussi, le Word de l'entreprise. Si je reçois un email de l'entreprise via l'application, je vais pouvoir dire, si c'est une pièce jointe avec un Excel, je ne veux pas que cette pièce jointe soit exportée vers un élément privé de la personne. De la même manière, je ne veux pas qu'il soit capable de copier les éléments du Word et le mettre dans une application personnelle de cette personne-là. Par contre, je peux l'autoriser à copier ces éléments-là dans le OneDrive de l'entreprise, parce que c'est quelque chose de sécurisé et je sais où vont ces données. Donc tout ça, ça vous permet d'identifier et de séparer où vont les données qui sont gérées par l'entreprise et ce que fait la personne après sur son device personnel. Donc il y a une séparation totale entre les deux pour éviter la fuite de données à ce niveau. Ensuite, vous avez une partie de gestion des réglages dans la partie Intune. Donc vous pouvez dire par exemple, je veux automatiquement que les postes qui sont gérés dans mon entreprise aient du BitLocker. Donc vous allez gérer l'activation par exemple de BitLocker. Vous allez gérer aussi les réglages de protection que vous mettez avec votre antivirus. Typiquement, est-ce que vous voulez activer certains modules et pas d'autres? Est-ce que vous voulez ajouter des exceptions? Tous ces éléments-là, vous allez les gérer dans la partie Intune. De la même manière, les mises à jour, toute cette partie-là, vous allez avoir une partie de reporting complète dans ces éléments de Intune qui sont à votre disposition. Ensuite, vous avez également une partie qu'on appelle Autopilot. Donc ça, c'est de la gestion en fait de déploiement initial pour des nouveaux postes. On peut prendre un exemple. Par exemple, vous générez en fait un code, un identifiant, et vous le fournissez à un fournisseur, par exemple, chez qui vous achetez le PC. En fait, ils vont préparer le système et vous pouvez en fait directement l'envoyer à la personne sans que le PC passe chez vous. La seule chose que la personne, quand elle recevra son PC, ce qu'elle devra faire, c'est s'authentifier avec son compte Azure. Donc, vous avez juste à fournir les identifiants. Et en fait, la première fois que le poste va se connecter à Internet, il va recevoir un certain nombre de réglages automatiques que vous avez préconfigurés. Typiquement, le poste va s'enregistrer dans l'environnement Azure que vous avez ou dans la partie jointe de l'Active Directory. On va pouvoir pousser des applications cloud, on va pouvoir gérer les réglages. Typiquement, voilà, comme je disais, on peut dire automatiquement que le PC s'encrypte avec BitLocker. Donc ça vous permet de vous décharger d'une partie du travail en fait que vous pouvez faire. On a des clients chez qui les utilisateurs en fait ne vont jamais sur site, ne sont jamais sur site parce qu'ils travaillent potentiellement dans d'autres pays. Et là actuellement, ce qu'ils doivent faire, c'est ils réceptionnent le PC, ils le configurent, ils mettent toutes les applications dessus, et ensuite ils l'envoient dans un autre pays. Donc ça prend du temps, ça peut potentiellement coûter cher, et on n'a pas forcément les postes qu'on a besoin. Là en fait, avec ce système-là, ça vous permet de simplifier drastiquement la gestion de ces installations initiales. Et ça vous permet aussi, par exemple, de dire, voilà, si vous avez d'autres éléments à pousser automatiquement, il pourra le faire aussi par la suite. Donc c'est quelque chose qui vous permet de vous simplifier clairement le système de déploiement que vous avez potentiellement actuellement avec vos images. Voilà. Donc là, je te laisse la main, Nelson. Super, merci Florent. Donc peut-être juste pour résumer, faire un wrap-up avant qu'on passe aux questions. On est, je pense, pile poil dans le timing, donc je ne vais pas trop m'étendre. Donc
Ce qu'on aimerait aussi partager avec vous, c'est le fait que au niveau sécurité, quand on va dans le cloud, bien souvent, on augmente la sécurité. On veut aller, on va dire, contre les idées reçues que parce qu'on va passer au cloud, on est moins sécure. N'oubliez pas que le fait justement qu'on puisse concentrer, on va dire, l'ensemble des choses et des équipements de protection permet au fait de mutualiser, on va dire, certaines parties et permet donc d'assurer qu'il y a des composants peut-être que des gens ne pourraient pas se permettre indépendamment. Quand on est une petite entreprise, on ne va pas investir des dizaines de milliers de francs sur chacun des équipements qui seraient là. On va les avoir au fait à disposition dans le cloud, typiquement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous apporte le cloud? Le cloud, via cette partie de Microsoft 365, va vous apporter pas mal de visibilité aussi. Donc c'est important pour les gens qui doivent assurer la conformité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous avez dans vos environnements d'entreprise, on arrive très peu à tracer au fait les choses qui se font. Typiquement des choses toutes bêtes, qui utilise les fichiers, à quel moment, qui l'a modifié, enfin tout ce genre de choses. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui en local, c'est compliqué à avoir. Dans le cloud, vous allez avoir au fait toute cette visibilité et pouvoir, on va dire, vous assurer de cette conformité. La simplicité et l'uniformisation. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qu'on est en train d'aider qui ont, par exemple, une application pour l'email, une application pour chaque chose au fait qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, d'avoir typiquement l'email, les calendriers, le stockage de fichiers personnels et ce genre de choses-là sur une plateforme, c'est clair que l'expérience utilisateur est bien meilleure et l'adoption, aujourd'hui en tout cas, se passe vraiment plutôt bien. Après, on a aussi une question de résilience et de haute disponibilité. Donc aujourd'hui, si vous voulez mettre à disposition des services pour vos utilisateurs et que vous devez assurer, on va dire, cette haute disponibilité, ça nécessite de la redondance, ça nécessite des gens qui sont en permanence, on va dire, sur le qui-vive pour voir s'il y a des problèmes. Donc toute cette partie-là, c'est délégué effectivement sur les services cloud et c'est assuré au fait par des prestataires aujourd'hui comme Microsoft. La flexibilité aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on dit qu'on va passer dans le cloud qu'on est obligé au fait de passer full cloud. Ça, c'est aussi une information qu'on aimerait vous faire passer. On peut tout à fait, par exemple, se dire, on va migrer typiquement la partie messagerie, donc sur de l'Exchange Online, et on va migrer certaines données non critiques. On va pouvoir mettre typiquement sur du SharePoint Online. Et peut-être des fichiers personnels qu'on pourra stocker dans du OneDrive, dans la partie OneDrive personnelle de chaque utilisateur, et de garder par exemple un serveur de fichiers qui lui sera aujourd'hui visible typiquement sur votre plateforme SharePoint Online, comme si c'était un fichier, un répertoire qui était lui, on va dire, dans le cloud, mais en réalité, au fait, les données se trouvent au fait chez vous. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont possibles et souvent les gens en fait ne le savent pas. Donc ça, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête. Et puis après, la structure de coût effectivement change. On passe vraiment dans une partie de consommation en fait de services plutôt que dans un investissement en fait massif dans l'infrastructure, dans des licences et dans tout ça. Donc aujourd'hui, l'avantage c'est quoi? C'est que ça vous amène aussi une flexibilité. C'est-à-dire que si vous augmentez, on va dire, le nombre de personnes chez vous, vous allez très facilement pouvoir ajouter des utilisateurs. Les coûts, au fait, sont connus aussi d'avance. Vous allez avoir un coût mensuel qui va être lié à l'utilisateur qui donne déjà droit à toutes ces fonctionnalités. Donc, en gros, même pour les personnes financières, ça donne, on va dire, une idée qui est beaucoup... ça donne une structure qui est beaucoup plus simple à surveiller en termes de coûts et de dépenses. Même si des fois ça paraît être plus cher, n'oubliez pas que vous n'avez pas au fait toute la partie d'investissement initial qui est souvent nécessaire pour la mise en place d'infrastructures. Donc si vous voulez mettre en place du stockage, des applications et tout ce genre de choses-là, souvent ça se chiffre plusieurs dizaines de milliers de francs au départ. Et en gros, qui aujourd'hui arrive à dimensionner des infrastructures pour les 5 à 10 prochaines années? C'est très compliqué, on n'arrive pas vraiment à le faire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette partie cloud nous permet en fait cette flexibilité, cette adaptabilité aussi de notre infrastructure, aussi une flexibilité en termes de réponse business. Si à un moment donné on doit en fait répondre rapidement, déployer des applications, des choses comme ça. Donc là, on sort un petit peu du cadre, mais on pourrait utiliser typiquement Azure pour déployer des infrastructures après plutôt serveurs de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on le fait aujourd'hui dans les environnements traditionnels. Donc voilà. Après, si on vous donne aujourd'hui un petit peu le processus qu'on a nous pour aider les gens. Donc tout d'abord, au fait, ce qu'on fait, on fait un assessment de l'actuel. On regarde au fait ce que les gens au fait utilisent. Donc déjà le nombre d'utilisateurs concernés, les applications et les équipements en place, donc les
voir au fait où peuvent être les potentiels problèmes, on va dire, à ces migrations. Également voir le mode d'utilisation au fait de l'IT. Donc ça peut être, vous pouvez avoir énormément d'applications métiers ou uniquement des applications en fait bureautiques. Donc ça change aussi la manière dont on fait les différentes choses. Et puis après, une fois qu'on a identifié tout ça, on va pouvoir donc déjà vous dire, voilà, estimer également le temps de travail qu'il y aurait et également, en fait, après, pouvoir vous donner les différentes étapes. Donc, dans les étapes, elles sont pas forcément toutes dans l'ordre. Il y a une chose qui est vraiment essentielle aussi, qui est un petit peu plus bas, et je vous en parle tout de suite, c'est la préparation des utilisateurs au changement. Si on travaille sur des éléments visibles. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens, à l'heure actuelle, veulent déjà commencer par migrer de manière progressive. L'un des meilleurs exemples, c'est de dire qu'on migre d'abord, au fait, la messagerie, par exemple. Et pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose qui est transparent du point de vue, au fait, des utilisateurs. Donc, l'utilisateur, il part en week-end le vendredi, il a Outlook sur son poste, il est sur son Exchange on-prem. À partir du moment où il revient le lundi, la migration a été effectuée, il est toujours sur son Outlook, mais connecté au fait à son Exchange Online, et lui il voit pas grand-chose, voire rien de ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc une fois au fait qu'on a tout ceci, on va lier, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, donc Florent, lier au fait votre annuaire à la partie Azure AD, donc qui permet vraiment d'avoir une synchronisation, on va dire, des identités entre ce que vous avez en on-prem et ce qui est au fait dans le cloud. On va appliquer, on va dire, les différentes configurations de sécurité en fonction, on va dire, aussi du besoin, donc qui peuvent intégrer, on va dire, l'ensemble des fonctionnalités qu'a décrit Florent tout à l'heure également. Et puis après, on procède effectivement à tout ce qui est migration de données. On profite aussi des fois pour optimiser des choses. Typiquement, vous savez que dans Exchange, ça fait des années que Microsoft demande à ce qu'il n'y ait plus vraiment ces aspects de public folder. Nous, ce qu'on suggère aussi aux clients quand il y a une migration au cloud, c'est d'essayer de faire les choses, on va dire, du mieux possible et dans les best practices. Donc, typiquement, ces données qui devraient être partagées entre plusieurs personnes, typiquement, aller les stocker plutôt sur du SharePoint Online que de les avoir, on va dire, dans ces public folders, etc., etc. Donc là, et puis après, de valider que l'ensemble fonctionne et que les choses sont parfaitement fonctionnel. Voilà. Et puis nous, en tant qu'e-Secure, donc on vous accompagne aujourd'hui, on va dire, sur ces aspects de migration, et on est également en fait maintenant en train de monter nos services Serenity, donc qui sont en fait nos managed services, pour pouvoir opérer au fait tout ça pour des clients. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on gère déjà certains clients au niveau infrastructure, et puis on s'occupe déjà de ces solutions, on va dire, pour eux. Mais le but est de pouvoir, on va dire, généraliser ça également à d'autres clients qui voudraient profiter, on va dire, de l'ensemble de l'expérience qu'on leur a acquis. Donc voilà, moi, j'ai terminé pour la présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est que on passe aux sessions de questions-réponses. Je vais juste quitter la présentation pour enlever l'enregistrement.